Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, eh bien je vais vous parler d'une nouveauté sortie cette semaine en salle. Mais pas celle que j'aurais aimé voir en priorité, c'est même un choix par défaut puisque mes horaires de disponibilité et les séances possibles dans mes cinémas sont parfois hors de mon contrôle. Donc presque par curiosité maladive aussi, je l'avoue, j'ai tenté ce Insaisissable 3 en salle ou en version originale Now you see me, now you don't. On me voit, on me voit pas, on me voit. Enfin bon bref, ça vous rappelle peut-être quelque chose, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est Expédition Cléopâtre. Parce que bon, au final, hein, j'ai parlé des deux d'avant, là, il y a quelques semaines, quelques mois sur la chaîne. Et allez, hein, tant qu'à y être. Réalisé cette fois-ci par un troisième réalisateur différent, hein, en 3 films. Un certain Ruben Fleischer, qu'on connaît bien récemment pour Uncharted ou Venom, mais aussi pour les deux Zombieland, où il dirigeait déjà Jesse Eisenberg et Woody Harrelson, hein, qui font partie des cavaliers de l'apocalypse, ces magiciens, showman, voire Robin des Bois, évidemment de retour ici. Il y a aussi Dave Franco et Isla Fisher, qui était là dans le premier, mais pas dans le 2, elle revient. Alors tout sera expliqué, hein, je développerai ça plus tard. Nous avons également Morgan Freeman, qui est un peu le grand Manitou désormais. Alors si vous avez vu que le 1, vous vous demandez qu'est-ce qu'il est devenu par rapport aux deux, mais hey, il faut aller voir les deux premiers avant de faire ce 3. Hein. Ou pas, on peut faire ce qu'on veut en fait. Bref, voilà. Mais, alors attention, maintenant il y a quelques rajouts. Une jeune garde apparaît, de nouveaux magiciens peut-être, qui sont interprétés par Ariana Greenblatt, Dominique Sessa, tiens, qu'on avait vu dans The Holdovers, là, Winter Break en VF, et Justice Smith aussi, hein, qu'on voit depuis un petit moment. Bon, bref, ces trois, hein, vous les connaissez en fait. Et la grande méchante, donc là, est interprétée par Rosamund Pike, en mode propriétaire d'un business, là, autour d'extraction de diamants. Elle a même une écurie de Formule 1, tout va bien, tout va bien. Je dirai plus sur certaines apparitions, éventuellement plus tard dans la zone spoiler, si surprise, hein. Mais bon. Du coup, l'histoire ici, sur le papier, est assez simple, hein. On va suivre de nouveaux cavaliers qui sont ainsi installés au début. Alors ça, le trailer le mentionnait, mais on ne comprend pas pourquoi encore. Et nos anciens, qui vont être plus ou moins réunis avec une même mission, confiée par l'œil, hein, une sorte d'organisation secrète, supérieure ou pas, on ne sait pas, qui décide d'utiliser la magie pour lutter contre les méchants capitalistes dans le monde. Donc cette mission, c'est d'aller dérober un très gros diamant, le diamant cœur, qui appartient donc à cette corporation là très capitaliste, mais aussi avec de l'argent sale autour, tout ça. Bon. Et donc évidemment il faut les meilleurs pickpockets, illusionnistes, mentalistes, tout ce que vous voulez pour récupérer ce truc ultra sécurisé. Alors normalement il est dans un coffre sous terre à Abu Dhabi je crois, mais là oh, magie même du scénario, hein, il va y avoir un transfert à Anvers en Belgique pour voilà, une enchère, je sais pas quoi, donc ce sera peut-être plus simple de le dérober là. Mais évidemment, moult péripéties vont jalonner nos, l'intrigue et évidemment le parcours de nos plus que 4 cavaliers maintenant, hein, on compte plus. Mais quand on aime, on compte pas, mais encore faut-il aimer, c'est ça la question. Et on va donc aller en Belgique, alors, ça commence vite fait aux États-Unis, on n'y reste pas longtemps. Hein. Belgique, France aussi, ah ouais, on est en France, magnifique château. Et on va finir après à Abu Dhabi, hein, là où ça a un peu comme en Afrique, non, il y a un petit passage en Afrique du Sud aussi, mais Abu Dhabi pour un grand final, un show, le show dans le show, le spectacle avant tout. Et j'ai bien dit le spectacle avant tout, parce que bon, j'avais apprécié le premier quand je l'avais vu la première fois, bon, il y a peut-être pas 12 ans à sa sortie, mais quelques années après, je l'ai revu, ça a été pénible, hein, vidéo à la pluie. Le 2, j'avais pas aimé, j'ai pas plus apprécié en le revoyant, vidéo à la pluie. Et là, donc, sur ce troisième volet, qui n'est peut-être pas un troisième volet, mais j'expliquerai ça probablement dans la zone spoiler, bah c'est pareil, en fait. C'est la même recette, c'est pas parce qu'on va rajouter des nouveaux personnages que ça va muscler les enjeux. Bon, l'idée, la nouvelle génération qui commence à supplanter l'ancienne, enfin, c'est des quadras quand même, hein. Enfin, je sais pas, bon, Woody Harrelson est beaucoup plus âgé, je crois, hein, il a peut-être 60 ans, mais les autres, ils ont la quarantaine, hein, ils ont mon âge, hein, Eisenberg et tout. Hein. Alors Dave Franco, peut-être plus. Non, je crois qu'ils ont tous mon âge. Bon, bref, peu importe.
Donc ouais, on essaye de jouer ce faux moment là de à la fois d'admiration des jeunes envers les plus âgés, mais aussi rentrer en compétition et on peut faire aussi bien, voire mieux que vous, etc. Le personnage de Dave Franco, donc Atlas, est insupportable dans le film la plupart du temps. Mais bon, l'œil a confié cette mission. Et l'œil va peut-être accepter que ces jeunes viennent prêter main forte, ou alors ils n'ont pas le choix. Enfin, bon, ok, mais alors, après c'est pareil, c'est de la poudre aux yeux, c'est du spectacle. Ce n'est pas du cinéma dans le sens artisanal du terme. Quand bien même, à un moment, on essaye de nous faire avaler des couleuvres. Mais bon, c'est l'illusion, hein, de toute façon. Il y a un côté méta là-dessus aussi, mais le problème, c'est que la magie, c'est un art de tromperie, mais il y a un travail derrière. Dans ce genre de film-là, hein, ça se confirme par rapport au précédent, ce n'est pas de la vraie... Enfin, techniquement, c'est pas de la magie telle qu'on l'entend, un magicien et tout. C'est de la magie cinéma qui joue sur des effets, c'est pas de la magie qu'on pourrait voir nous-mêmes en spectacle, face à face, comme ça. Donc, la tromperie, dans la tromperie, ça va bien 5 minutes. Évidemment, quand tu vois le premier la première fois, il y a quelque chose. Le 2, tu vois déjà les supercheries, puis du coup, en les revoyant, c'est plus trop intéressant. Bah, le 3, bah, il souffre de cet écueil que j'avais vu et revu les précédents. En soi, il est peut-être pas moins bon que les deux autres, vous voyez. Il y a une sorte d'égalité là-dedans. On a le même côté humoristique un peu lourd, etc. Mais on n'a même pas forcément plus que ça de la surenchère, si ce n'est un peu d'utilisation technologique volontaire et voulue là, par la jeune génération, une sorte d'hologramme au début, alors ça se voit dans le trailer. Hein. Oui, d'accord. Mais même après, on n'en fait pas grand-chose à part cette pseudo-rivalité, et puis finalement la camaraderie qui va se former pour quelques péripéties, pour mettre un peu d'action par là, combat dans le commissariat, oui. Et après, évidemment, faire des retournements de situation, mettre un peu d'émotion, que ça ne marche pas du tout, et arriver à un climax qui va évidemment nous tromper, on a tous été trompés ou pas, oulala, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, tu t'impliques pas plus que cela, et ça se déroule, ça se passe sous tes yeux. J'ai vécu le film comme ça, en mode semi-ennui poli, puis à des moments, ah ouais, paillettes, strass, spectacle, chaud. D'accord, mais alors, à aucun moment j'ai vu un film, tout simplement. Bon, la mise en scène fait ce qu'elle peut, hein. Ruben Fleischer, il fait du Ruben Fleischer, et il fait ce que les deux autres ont fait avant. Dans la mise en scène plus ou moins cutée de certains moments. Hein. Au lieu d'aller vraiment dans les plans séquences malins, non, si ce n'est par moments où la caméra tourne, machin, mais pour une scène qui ne sert strictement à rien, où ils vont se faire de la magie entre eux, là, au château, pour montrer qui est la plus grande ou qui est le meilleur et tout. Mais alors là aussi, cette scène qui est de la magie entre eux que pour nous, c'est pas dans l'écriture cinématographique. Et encore une fois, ce qui se passe sous nos yeux, on n'y croit pas. Enfin, alors c'est vraiment des génies, mais plus que des génies à un moment. Bon, il y a des trucs gratuits en fait dans le film. Et alors, bon, je ne peux même pas parler de l'intrigue du scénario, c'est pas le plus important, mais c'est forcé. Hein. Voilà. C'est forcé et c'est pâteau. Hein. Mais bon, quand bien même, si vous cherchez du spectacle à l'image des deux précédents, je pense pas que vous serez déçu par ce troisième volet. Vous ne serez pas spécialement surpris non plus. Et que ça peut être un bon divertissement. Mais le film ne se veut pas autre chose. Et c'est presque ça qui me dérange en soi, c'est qu'il n'offre rien d'autre que le show. Voilà, et la poudre aux yeux. Hein. Mais l'illusion dans vraiment le côté le plus artificiel possible. Alors, il y a cet instant intéressant dans ce château français, mais là aussi, hein, c'est gratuit, c'est là parce que c'est le décorum de... Il faut se remettre un petit peu avec la magie ancestrale, avec ce personnage joué par Jesse Smith qui est un peu le Wikipédia des magiciens. Alors oui, on est... voilà, dans un endroit où on a, il y a la camisole d'Houdini, enfin bon, c'est un musée le truc. Et il y a des salles où on pourrait y croire dans l'artisanat, où on déforme les perspectives, où il y a une sorte de palais des glaces. Ça oui, il y a même un truc qui tourne et tout, c'est Inception en fait. Hein. Au moment Christopher Nolan, il a dû s'amuser en voyant le film. Parce qu'il y a ça, il y a limite l'escalier aussi qu'on voit, mais avec des effets un peu blanchâtres miroirs là. Je sais pas si c'est un hommage, soit des scénaristes, soit du réalisateur. D'ailleurs, ils sont 3 à écrire, dont le co-scénariste, oui, c'est ça, de Top Gun Maverick. Voilà. L'autre, c'est celui qui a fait Abraham Lincoln, le chasseur de vampires. Bref. Hein. Mais oui, il y a des petits moments comme ça, mais en fait, ça s'embrique pas vraiment. Des tentatives d'énigmes comme ça, mais qui sont résolues un peu à la va-vite. On peut comprendre pourquoi, arriver au bout d'ailleurs.
Ouais, non, en fait, non. Puis t'as des faux semblants de fausses pistes à un moment pour nous faire croire que, mais en fait, non. Du jeu dans le jeu, peut-être pour nous, mais non, non, non. Voilà. On apprend ce qui est arrivé. Bah oui, le personnage de Mark Ruffalo, la Dylan, qui visiblement est perdu quelque part. Bon, il y a un truc qui nous a échappé là. Mais je reviendrai sur ce point dans la zone spoiler. Et puis bon, la méchante, Rosamund Pike à la rigueur, limite, c'est peut-être le personnage potentiellement le mieux interprété, mais alors dans l'écriture. Voilà, hein. Et cette histoire de famille aussi, là, on va venir le truc quand même, gros comme une maison, mais c'est très mal exploité. Oui, parce qu'elle reçoit aussi un appel anonyme qui sait que elle est responsable de quelque chose par rapport à une histoire de famille. Et on se demande en quoi ça va s'imbriquer avec la mission de l'œil. Mais on le sait qu'il va y avoir un lien, donc... Oh là là, c'est vraiment lourd ça. C'est vraiment lourd. Donc après, bah, sur le jeu des espaces, de mise en scène, tout ça, il n'y a même pas des trucs super inventifs en vrai. Hein. Même dans des exploits de spectacles de magie. Non. Ce n'est évidemment l'arrivée finale. La musique c'est la même. Hein. Alors je crois que on reprend quasiment que des thèmes des deux autres. Brian Taylor, est-ce qu'il a composé des trucs nouveaux pour le film? J'imagine que oui, mais alors il s'est pas foulé. Mais le film ne s'est pas foulé non plus. Et vous voyez, Ruben Fleischer, il prouve ici que c'est juste un faiseur caméléon qui va se mettre un petit peu dans la, on va dire, dans le pas de ce qui a été fait avant. Parce que si vous voyez des trucs qui sont propres à son style dans ses réalisations, on aurait pu y croire dans Zombieland. Non, mais finalement, c'est même pas évident. Spoiler donc. Bon, alors oui, déjà, quand même, disons-le, il y a Lizzie Kaplan qui revient, donc la quatrième Apocalypse cavalière là, du deuxième film qui avait remplacé Ayla Fisher. Elle est là, elle revient. Finalement, bon, allez, elles sont amies d'ailleurs, hein, maintenant, bon. Tout le monde revient, hein. Mais, bon, Mark Ruffalo revient aussi, qu'à la fin en hologramme. Alors, je reviendrai sur ça après. Bon, Morgan Freeman, quand même. Son personnage, Thaddeus Bradley, donc était le méchant du premier, qui finalement... Et cacher son jeu faisait partie de l'œil et tout dans le 2. Bon là ils le font mourir. Bah, gratuitement. Alors, soit l'acteur en a marre et on peut comprendre, d'ailleurs je commence à un petit peu avoir du mal physiquement, tout ça. Soit c'était pour tenter de l'émotion, ça ne marche pas du tout. Soit bon c'est encore une illusion, alors jusqu'au bout tu te dis il va ressortir de sa boîte et tout. Non, on n'en parle plus. Mais bon, il y a un 4 qui est commandé, enfin un autre film, il va revenir si jamais hein, ils veulent. Hein. Que sa mort ne soit pas réelle, ils le feront, on s'en fiche. C'est-à-dire, c'est le problème de ce genre de film, tu peux pas avoir une émotion sur un personnage qui pourrait mourir ou disparaître, parce qu'en fait, ils peuvent revenir parce que ta gueule c'est magique. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc il y a toute cette idée, il y a donc le personnage de Justice Smith, là, le jeune Charlie, qui restait un petit peu à l'écart et timoré pendant tout le film, mais c'est lui, le grand Manitou derrière, qui s'avère être le demi-frère du personnage de Rosamund Pike, fils de la gouvernante qu'elle a fait tuer parce que son père avait trompé sa mère avec la gouvernante et la mère s'est suicidée, il a eu un enfant. Oh, putain, on s'en fout. Mais c'est vrai quoi. Voilà. Bon, après, il arrive grand, voilà, révélation, oh, incroyable, les masques tombent, tout le monde est trompé. Bon, les deux jeunes étaient au courant, ils étaient de mèche, mais alors nos quatre, qui sont 5 maintenant, cavaliers, oh là là, surprise ou pas, enfin, peu importe. Hein. Voilà, arrivé dans ce grand show final avec la Formule 1, tiens, c'est F1-2, mais il n'y a pas Brad Pitt. Bon, la Formule 1, on n'y croit pas, hein. Ça ressemble plus à un petit jouet, là, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Scène de poudre aux yeux, de poursuite, qui sert à rien, mais même pas, en fait, dans l'intention du plan là, ça, on se demande d'ailleurs où il se télétransporte. Le personnage donc joué par Dominique Cessa qui se fait arrêter mais qui va s'en sortir après. Mais comment après de là il va arriver sur le moment final où on a enfermé Rosamund Pike pour finalement que le diamant, bah non, voilà, machin, chose, tout. Elle est ridiculisée à la fin, elle est interpellée par Interpol. Mais voilà, grand show final, incroyable. Bon, ok, ils résolvent le truc, le diamant va être rendu à l'Afrique du Sud, hein, les Robins des Bois ont frappé, on applaudit, tout ça. Et arrivé au bout, Mark Ruffalo, donc Dylan, revient en hologramme. Non, il croupit pas quelque part en prison en Russie, pour une mission qui a été évoquée là, qui a visiblement été compliquée, complexe, sur les 9 ans qui séparent le 2 du 3. Et là, je vais revenir sur un truc. En VO, ils ont appelé ce film Now You See Me, Now You Don't. Pas Now You See Me 3. En français, paresseusement, on fait Insaisissable 3. Je ne serais pas surpris, alors j'en sais rien, mais je sais qu'un nouveau film est en préparation, qu'en fait, le 4, soit le 3, qu'il fasse un spin-off de ce qui s'est passé, justement, pourquoi il a fini en prison, qu'est-ce qui se passe, machin chose.
Et du coup, là, il serait bien embêté hein, en titre français. Non, mais j'en sais rien. Mais bien sûr que dans le prochain film, on va savoir ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé en Russie, pourquoi ou non, pourquoi il a mis en scène sa propre arrestation, etc. C'est là qu'on va voir redébarquer Thaddeus, qui a remis en scène sa mort, peut-être, j'en sais rien, on s'en fout. Mais donc Mark Ruffalo est bien là. À un moment, je me suis dit, il en a eu marre de ses bêtises. Lui qui est bien engagé maintenant, et qui a peut-être choisi mieux ses rôles, qu'on reverra pas, je crois, dans les Avengers prochains et tout, enfin, il mérite mieux. Bon, s'il vient faire coucou là, donc j'imagine qu'il sera dans le prochain film, il a peut-être besoin d'argent aussi, il en faut hein, quand même, hein, pour mener certaines causes, et pour mener sa carrière avec des projets plus... on va dire, intéressant artistiquement. Je sais qu'il va jouer dans un film francophone bientôt, mais je sais plus lequel. J'ai vu passer une info, enfin, à vérifier, mais je crois qu'il y a un rôle intéressant qui attend Mark Ruffalo bientôt. Là. En tout cas, bah voilà, tous ces spoilers pour rien en fait. La zone spoiler, je peux la refermer là. Ça sert à rien de s'étaler plus longuement sur un film qui n'est que donc dans l'idée du spectacle et qui décortique la magie bien loin de l'artisanat qu'on a pu voir autrement au cinéma, même récemment avec le très bon trap, très houdinien de M. Night Shyamalan, pour le coup, même s'il y a des moments où on pouvait avoir du mal à y croire, mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et bien sûr, on est très loin du Prestige. Ah oui, Prestige, Nolan, à un moment, il y a Inception dans le film. Ah, je viens de comprendre peut-être pourquoi. Ou pas. Hein. Peut-être totalement le hasard. Donc non, si vous aimez vraiment la magie, là je salue l'ami Romain Rimbaud une nouvelle fois, je sais qu'il m'aime pas cette saga et qu'il verra probablement pas le 3. Non, c'est pas ça, hein, la magie, la vraie. Enfin, la magie, manipulation et tout. Le cinéma, c'est de la magie. Mais là, du coup, on dénature ce qu'est la vraie magie qui peut être explicable en faisant un truc over the top spectacle. Et du coup, en termes de cinéma pur, c'est pas vraiment ça, le cinéma. Donc oui, nous avons ce genre de divertissement bling-bling, de showman, etc., que vous pourriez avoir à Las Vegas, d'accord, mais c'est pas ça qui fait qu'on est dans le 7e art tel qu'on peut l'aimer. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Par contre, oui, on peut passer un bon moment devant, bien sûr. On peut passer un bon moment. Je vais pas mentir, je vais pas détester cette expérience. Mais très vite, j'ai lâché prise en mode, bah non, je ne verrai pas un film aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je me suis... Le jour où je l'ai vu, heureusement, j'ai vu d'autres films intéressants. Enfin, un autre film, en tout cas, passionnant et fort, très bon même, que j'ai rattrapé et sorti cette année et dont je parle demain matin en podcast. Voilà, je suis en train de balancer ça, mais vous verrez, c'est quand même bien autre chose. Et là, on parle vraiment de l'artisanat cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film par rapport à la saga ou autre. Ça n'est pas prêt de se terminer, mais là, j'avoue, clairement, si 4 il y a, si autre film il y a, je vais quand même vraiment hésiter à le voir, du moins en salle. Hein. À un moment, là c'est vraiment, là j'avais hésité, hein, j'attendais vraiment des meilleurs horaires de mon côté pour voir, je sais pas, le Gang des Amazones que je ne pourrais pas voir car que des horaires trop tardifs me concernant. Il y avait aussi un film, là, Les Aigles de la République, pareil, hein, j'ai pas de séance avant 17h. Donc non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a d'autres choses. Et puis les films, on peut les rattraper un autre jour, une autre fois. C'est pas grave. Hein. Allez, à vous la parole en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.